Le siège de Constantinople est, je pense, l'un des sièges les plus connus de toute l'histoire et également l'un des plus épiques. Il marque, pour certains spécialistes, la fin du Moyen Âge, mais également il marque surtout la fin de l'Empire romain, avec la chute de l'Empire byzantin donc. Opposant du 6 avril 1453 au 29 mai 1453 les Ottomans aux restants de l'Empire byzantin. Mais avant de parler de la bataille, faisons, comme d'habitude en histoire, un peu de contexte. Donc, entre 1204, c'est-à-dire la première chute de la ville de Constantinople face aux croisés de la 4e croisade, et 1453, s'écoule une période que beaucoup appellent l'agonie byzantine. La situation stratégique d'abord est catastrophique, avec un recul des Byzantins partout, sur tous les fronts et sur tous les territoires, y compris l'un des rares qu'ils arrivaient encore à un minimum contrôlé, c'est-à-dire le Péloponnèse. De plus, durant cette période, Constantinople est assiégée 2 fois et est sauvée de justesse à chaque fois par ses immenses remparts, les larges et immenses murailles de Théodose, sans compter également le fait que ces puissances turco-mongoles qui viennent assiéger la ville, eh bien, ne possèdent pas de flotte, ce qui permet également à celle-ci d'être ravitaillée. Mais quoi qu'il arrive, la situation sent mauvais. En plus, l'Empire ottoman, comme nous l'avions vu lors de la dernière série, a infligé défaite sur défaite à peu près tous les princes des Balkans et menace à présent définitivement la ville. Tous ces échecs, à force, vont faire que le pouvoir byzantin peut à peine contrôler l'intérieur des murailles de Constantinople. Il s'étend difficilement sur les territoires qu'il contrôle encore, et la Morée, certes toujours sous contrôle byzantin, reste tout de même assez indépendante. Se rajoutent à cela des querelles religieuses entre orthodoxes et latins, où, malgré les efforts de réunification de l'Église menés par les empereurs paléologues et par le pape, eh bien, quoi qu'il arrive, les orthodoxes et certains notables byzantins n'acceptent toujours pas cela. Un certain Délas Notaras a même dit qu'il préférait le turban ottoman à l'habit d'évêque. À rajouter à cela une économie à l'agonie. Certains empereurs sont même obligés de vendre les bijoux de la couronne byzantine. À rajouter à cela également des aides qui étaient censées venir donc soit des royaumes européens ou même des princes des Balkans qui échouent face aux Ottomans. D'abord, comme nous l'avions vu à la dernière vidéo, à la bataille de Varna en 1444, mais également à la deuxième bataille du Kosovo en 1448. D'autant plus, les Ottomans deviennent si puissants et obtiennent une telle influence dans l'Empire byzantin, même si on est plus proche de la cité-État que de l'Empire, eh bien qu'ils se permettent même d'ingérer dans la succession byzantine. Mourad II approuve la nomination du nouveau Basileus, là où, quelques années avant, c'étaient les Byzantins qui réclamaient des tributs et des versements d'argent aux Ottomans. De plus, les cités italiennes se livrent également à cette ingérence, grâce à leurs concessions dans la ville de Constantinople, comme à Pella pour les Génois, et obtiennent une énorme influence à la cour du Basileus. Durant la même période, on observe un second événement, c'est la montée au pouvoir de Mehmed II. Nous l'avions déjà vu lors de la bataille de Varna, lorsque son père Mourad II abdiqua pour lui laisser le trône à 12 ans, et qu'il s'était fait assez fortement humilié par les conseillers de son père,
qui ont réclamé le retour de ce dernier. Et d'ailleurs, il en garde une haine et une immense colère contre ces derniers. On le décrit également comme très ambitieux et autoritaire, ayant, malgré son jeune âge, un seul objectif: Constantinople, devenir, comme le mentionne la prédiction et la légende de Mahomet, celui qui prendra cette ville sera alors le plus puissant monarque musulman de toute l'histoire. Et dès son accession au pouvoir, il sécurise ses arrières avec les Vénitiens et les Génois, ainsi qu'avec les Serbes, en maintenant des traités, que ce soit d'alliance, de paix ou de commerce. D'autant plus, il maintient certains conseils de son père, afin de ne pas se taper un coup d'état dès les premières années, mais en nomme tout de même d'autres qui lui sont pleinement fidèles et qui sont, comme lui, ambitieux et jeunes. Mais malgré ses ambitions sur la ville, il maintient pour le moment la paix avec les Byzantins, en payant la pension d'Orkhan, l'un de ses lointains cousins prétendant ottomans que les Byzantins menacent très fréquemment de relâcher dans la nature afin de créer un nouveau conflit de succession chez les Ottomans, afin de pouvoir se garantir au mieux le soutien d'Orkhan, au pire simplement une pension à vie. Également, Mehmet a besoin de temps, car une énième révolte des Karamanides s'est déclenchée en Anatolie. Comme quoi, tel père, tel fils, mais il les mate encore une fois, et comme son aïeul, très facilement. C'est après cette campagne qu'une ambassade byzantine est envoyée afin de protester contre le retard de la pension d'Orkhan, et il demande même des compensations financières. Les diplomates et l'empereur avaient alors d'immenses bourses de demander ça à la plus grande puissance du coin. Et d'ailleurs, ces menaces ne plaisent pas beaucoup au nouveau sultan, qui fait exécuter tous les ambassadeurs byzantins et envoie leur tête à Constantinople. Le message est clair, pas de chantage avec Mehmet. Et c'est donc ainsi que Mehmet récupère un merveilleux prétexte pour attaquer et assiéger Constantinople. Donc, forcément, après la menace byzantine, vient la réaction ottomane, et un blocus est installé autour de Constantinople et de la Corne d'Or. Plus aucun navire n'a l'autorisation de passer le détroit, ce qui est catastrophique pour le commerce byzantin, l'une des dernières et seules mannes financières sur lesquelles peuvent compter les empereurs. D'autant plus, il construit Roumello-Hissar, en face d'Anatolo-Hissar. Ces deux lieux sont deux immenses forteresses, l'une en Anatolie, l'autre en Roumélie, la partie occidentale de l'Empire ottoman, et qui ont simplement pour but de tirer à vue sur tout navire qui tenterait de franchir le blocus. Cela accentue donc le blocus, forcément. La réaction byzantine ne se fait pas attendre, et un nouvel envoi d'ambassadeurs est envoyé à Mehmet, afin de protester contre cela, en disant même que même le terrible Bayezid avait demandé l'autorisation aux Byzantins pour construire Anatolo-Hissar. Mais bon, Mehmet s'en fiche et renvoie les ambassadeurs chez eux, en faisant bien comprendre que c'est lui le patron. Du côté des Européens, étant donné que le commerce en mer Noire et surtout dans le détroit est très prolifique, on tente forcément de forcer ce blocus. Un navire vénitien tente,
mais il est coulé par les canons de la forteresse de Roumello-Issar, directement. Les Vénitiens, qui prenaient pas non plus trop au sérieux Mehmet, découvrent très vite que, finalement, ça pourrait être un peu plus tendu avec lui. Les Byzantins, à ce moment-là, sont donc sûrs des intentions ottomanes et se préparent également pour le siège. Tout d'abord, ils appellent à l'aide les Occidentaux. Et c'est un échec. Les princes balkaniques sont soit des vassaux ottomans, ou alors traumatisés et affaiblis depuis la récente défaite de Varna et de Kassavo-Polier. Les autres puissances sont soit occupées, comme les Français et les Anglais avec la guerre de Cent Ans, ou encore ont perdu l'esprit de croisade qui était là donc pour motiver ces princes à sauver les chrétiens d'Orient. Donc, rien à chercher de ce côté-là, d'autant plus que certains sont déjà occupés face aux Ottomans. Malgré tout, quelques renforts sont envoyés dans la ville. Tout d'abord des Génois, mais également quelques soldats du pape, des archers. Mais le pape refuse de livrer plus de troupes, tant que l'église grecque ne se soumet pas et ne s'unifie pas à l'église latine. Alors l'empereur Constantin XI essaye bien de faire une messe pour cette fois bel et bien entériner cette affaire, mais c'est un échec et aucun patriarche, aucun prêtre orthodoxe ne veut y participer. Encore une fois, la fierté des Byzantins et des orthodoxes vont peut-être leur coûter une aide très précieuse. Et en plus, les cités italiennes ont signé de trop juteux accords commerciaux avec les Ottomans pour les détruire et ne pas les respecter. Donc l'entraide chrétienne, tout ça, comme je l'ai dit lors de la bataille de Varna, tant qu'il y a un peu de pognon derrière, c'est pas si grave. Ce qui fait qu'en fait, les Byzantins sont quasiment seuls. Après tous ces coups diplomatiques et ces préparatifs, en avril, les Ottomans sont mobilisés par leur sultan. Entre 60 000 et 300 000 hommes sont mobilisés, 80 000 plus probablement, constitués de Bachibouzouk, les troupes irrégulières, de janissaires, l'élite de l'armée, ainsi que des sapeurs serbes, là donc pour le travail de sape des murs. Les Ottomans déploient également une impressionnante artillerie de siège, parmi les plus gros canons de l'époque, construits par un ingénieur hongrois, Urban. Également, Mehmet a eu l'intelligence et la clairvoyance de construire une immense flotte sur laquelle il s'appuie pour faire le blocus de la ville. Elle est constituée en grande majorité de petits navires légers. Les Byzantins, face à cela, alignent difficilement 7000 hommes. Une grande majorité des Byzantins, commandés par leur empereur, Constantin XI, mais également par le Mégadux d'Hélas Notaras. Également, on compte quelques étrangers, des Anglais, des Écossais, des Génois, tous ces étrangers dirigés par Giustiniani, un Génois spécialiste de la guerre de siège. Également, les Byzantins peuvent s'appuyer sur les très impressionnantes murailles de Théodose, rénovées d'ailleurs par le frère de Constantin XI. Ça va beaucoup servir. Également, la Corne d'Or est barrée par une chaîne immense qui traverse donc toute la Corne d'Or entre Constantinople et Pella. Également, les Byzantins peuvent compter sur une flotte, certes moins nombreuse, mais constituée de navires plus gros et plus lourds. Le siège peut donc commencer. Lorsque le 6 avril, les premières troupes ottomanes arrivent, eh bien,
les défenses byzantines sont prêtes. Enfin, on l'espère. Les Byzantins concentrent donc la majorité de leurs forces sur les murailles terrestres. Toutes ces portions sont commandées par Giustiniani, pendant que les murailles maritimes sont peu garnies, étant donné qu'on attend peu d'attaques de ce côté-là, étant donné la chaîne barrant la Corne d'Or, et ces forces-là sont commandées par Notaras. La flotte est maintenue dans la Corne d'Or et est protégée par la chaîne barrant le passage. L'empereur commande quant à lui une petite réserve de troupes pouvant intervenir à n'importe quel moment. Du côté ottoman, sur la portion gauche des murailles, ce sont les fidèles de Mehmet qui commandent. Sur la droite, c'est également le cas, et les plus grandes pièces d'artillerie et la majorité des troupes sont positionnées au centre, avec leur sultan, devant la portion la plus faible des murailles. La flotte surveille Pella et la chaîne. C'est le 2 avril que les premiers éclaireurs byzantins arrivent devant les murailles, très vite suivi du reste le 6 avril. L'empereur Constantin prend alors la décision de détruire tous les ponts et de barrer la Corne d'Or. Aucune échappatoire possible, les Byzantins se battront jusqu'à la mort. Mehmet, lui, monte son camp et son artillerie, pendant que sa flotte se positionne face à la Corne d'Or, barrée. Il s'empare également des éventuelles forteresses byzantines sur ses arrières, pouvant ralentir son ravitaillement. Tout d'abord, le siège est marqué, et sera marqué d'ailleurs durant toute sa durée par de lourdes canonnades, qui commencent dès le 7. Le 12, un assaut est tenté par les Ottomans, qui arrivent malgré tout à repousser les Byzantins derrière les murailles extérieures. Le 18, les Ottomans profitent d'une brèche créée dans les murs par leur artillerie pour lancer un autre assaut, mais ils ne parviennent pas à pénétrer dans la ville et se replient après 4 heures de combat. Le 20, de nouveaux combats ont lieu sur mer, suite à l'arrivée de navires et de renforts italiens. Les navires ottomans, plus petits, n'arrivent pas à venir à bout des navires adverses et sont repoussés par l'intervention du feu grégeois, mais également grâce à la formation d'une forteresse flottante. Malgré que les marins ottomans et leur amiral en tête se battent comme des lions, malgré cela, ils n'arrivent pas à venir à bout de ces renforts et sont obligés de les laisser rentrer dans la Corne d'Or. Malgré d'ailleurs les encouragements de leur sultan, qui les encourage, qui les force à persévérer, qui sur son cheval est presque plus impliqué que ses hommes dans la bataille. On dit que l'eau monte jusqu'à ses genoux. Mais face à cet échec, Mehmet comprend très vite que si d'autres renforts venaient à venir, eh bien, il n'aurait probablement pas l'opportunité de les détruire. Alors, afin d'accélérer le siège, il décide le début d'un chantier pharaonique. Son idée, transporter une partie de sa flotte dans la Corne d'Or. Comment ? En transportant directement ses navires par la colline de Galata jusque dans la Corne d'Or. Alors, cet exploit s'est déjà vu, mais souvent sur des terrains plats, pas sur une colline. Et d'ailleurs, pour ne pas se faire repérer, il fait redoubler les bombardements. Le 22, les Byzantins stupéfaits découvrent sous leurs murs l'arrivée d'une gigantesque flotte ottomane. Les Byzantins tentent bien une opération afin de détruire la flotte, mais retardés par des querelles entre Vénitiens et Génois, c'est un échec. Cela donc force les Byzantins à encore plus étaler leur défense, cette fois jusqu'aux murailles maritimes. À cause de cela, le moral baisse chez les assiégés.
Et également, un autre point leur fait baisser ce moral, c'est les renforts qui n'arrivent pas. D'autant plus, il faut ajouter à cela les Vénitiens et les Génois qui n'arrêtent pas de se disputer. Une éclipse qui est vue par les Byzantins comme un présage mauvais. Et également de grandes avancées ottomanes et un bombardement qui redouble en intensité. Seul l'empereur, épuisé, y croit encore et essaye d'arrêter les disputes et d'unir tout le monde autour de sa personne. Certes, la situation est difficile du côté byzantin, mais elle est tout aussi difficile du côté ottoman, surtout pour Mehmet, qui est de plus en plus critiqué par ses troupes, et surtout par les conseillers de son père. De plus, un nouvel échec d'assaut en fin mai accentue les difficultés pour le jeune sultan, qui, je le rappelle, n'a qu'une vingtaine d'années et manque de légitimité. L'assaut final est finalement prévu pour le 29. Ce sera la défaite ou la victoire pour les Ottomans. C'est donc à 1h30 du matin que les premières vagues sont envoyées. Ce sont tout d'abord les Bachibouzouk qui sont envoyés, secondés derrière par des troupes de gendarmerie, afin d'éventuellement empêcher toute fuite de ces troupes assez désorganisées et à faible morale. Malgré tout, ils sont défaits et ne parviennent pas à pénétrer les murs. La deuxième vague engage des troupes anatoliennes, qui sont elles des troupes régulières, plus disciplinées, mais tout aussi légères que les Bachibouzouk. Et elles encore, elles ne parviennent pas à pénétrer plus en avant, malgré plus de succès. La troisième et dernière vague est dirigée par le sultan lui-même, qui accompagne ses janissaires jusqu'au pied des murailles. Et puis là, dans un silence de mort, les janissaires commencent leur assaut. 3 choses vont faire basculer la bataille. D'abord, des soldats ottomans qui vont parvenir à trouver un passage secret dans les murailles et, grâce à cela, s'emparer d'une des tours. Grâce à cela, ils vont pouvoir prendre à revers les défenseurs. Ensuite, Giustiniani, l'un des chefs les plus charismatiques, celui qui a dirigé quasiment lui-même le siège, est blessé. Le commandant demande à être évacué. L'empereur lui demande de rester, sachant très bien ce que cela va faire au moral des troupes. Mais il persiste et finalement, on accepte. Lorsque les défenseurs apprennent que leur chef s'est enfui, selon les dires, le moral s'effondre et les défenseurs fuient et évacuent la ville par le port. L'empereur, lui, se sacrifie dans une dernière charge avec ses fidèles. Il ne retrouvera pas son corps. Les savants, certains civils, nobles byzantins, également quelques soldats, vont réussir à être évacués par le port. Et la flotte ottomane, trop occupée à participer au pillage de la ville, va les laisser passer. Après cette victoire, s'ensuit un jour de pillage, bien vite arrêté par le sultan, voulant garantir l'intégrité de ses nouveaux sujets, mais également de sa nouvelle capitale. Les conséquences de la prise de la ville sont immenses, dans toute l'Europe et dans l'histoire. Tout d'abord, c'est la fin de l'Empire romain, un empire qui aura duré plus de 1000 ans, de -27 à 1453. D'autre part également, c'est la domination des Ottomans sur tous les anciens sujets byzantins, grecs et orthodoxes.
Les Ottomans vont tenter d'intégrer ces nouveaux sujets, car de toute manière ils y sont bien obligés, en leur donnant un millet, c'est-à-dire une communauté qui n'est pas musulmane. Également, Mehmed puis ses successeurs vont entamer la reconstruction de Constantinople, déjà mise à mal en 1204 et durant tout le règne des Basileus latins, et encore plus par le siège. Elle va être reconstruite à la musulmane, avec bazar et mosquées. Elle va d'ailleurs se transformer en la nouvelle capitale ottomane. Ce ne sera plus Constantinople, mais Constantiniye. Également, cela participe à la Renaissance, avec toutes les fuites des savants et penseurs byzantins, avec des manuscrits datant de l'Antiquité, qui vont faire redécouvrir tout d'abord à l'Italie, puis à l'Europe tout entière, les caractéristiques et modèles de l'Antiquité. Pour Mehmed également, ça permet d'asseoir son pouvoir, qui devient également continuateur de l'Empire romain, en se faisant donner le titre de sultan de Rome. Il se débarrasse également de ses conseillers, de son père bien sûr, et peut à présent régner seul et sans partage. C'est le début d'un des plus grands règnes de l'histoire du sultanat ottoman. Et également, c'est le début d'un âge d'or pour cet empire. Et c'est ainsi que se termine cette première vidéo de la série Âge d'or ottoman. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour que l'on traite cette fois de la guerre ottomano-mamelouk.